Le 8 juin 1991, 8000 soldats américains ont défilé en triomphe à travers Washington, district de Columbia, après être revenus du golfe Persique où ils venaient de chasser l'armée irakienne de Saddam Hussein du Koweït lors de l'une des opérations militaires les plus spectaculaires de l'histoire. La guerre du Golfe de 1991 a été un tournant dans la conduite d'une campagne militaire, voyant la première utilisation à grande échelle de CE qu'on appelle des bombes intelligentes, qui ont donné aux avions la capacité de cibler non seulement un bâtiment spécifique, mais même une fenêtre spécifique. C'était aussi une leçon magistrale de coopération multinationale avec une vaste coalition de nations occidentales et arabes travaillant ensemble vers un objectif commun. Mais cette époque a également donné naissance à un mystère terrifiant concernant le sort de ces nombreux vétérans. Parmi ces 8000 hommes qui marchaient ce jour-là, statistiquement, environ 2600 d'entre eux seront tombés extrêmement malades à la suite de leur séjour dans le golfe Persique, leur vie marquée par la maladie et la douleur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous examinerons ces mystérieux cas de maladie dont souffrent les anciens combattants. Nous enquêterons sur les causes possibles de cette terrible affliction et tracerons la bataille pour que les autorités acceptent que même ceux qui n'ont pas été blessés n'ont pas quitté la zone de guerre totalement indemnes. C'est le mystère du syndrome de la guerre du Golfe. Bienvenue dans les guerres du monde. Ce n'était pas longtemps après la fin de la guerre du Golfe, en 1991, que les vétérans rentrant chez eux ont commencé à éprouver certaines conditions médicales à un taux alarmant plus élevé que celui des personnels de service qui étaient opérationnels dans d'autres théâtres, comme l'Europe et l'Asie au moment du conflit au Moyen-Orient. Au début, il y avait une certaine réticence à diagnostiquer ces personnels de service avec des conditions liées au déploiement au combat, avec des médecins attribuant soit leurs afflictions à des maladies normales qu'ils auraient de toute façon expérimentées, ou qu'ils étaient une manifestation physique du trouble de stress post-traumatique. Compte tenu du début des années 1990, il y avait encore beaucoup de stigmatisation entourant le personnel militaire concernant le TSPT, auparavant appelé choc de l'obus, ce qui a conduit de nombreux militaires à essayer de cacher leurs symptômes par peur d'être traités de lâches ou d'inaptes au service. Par conséquent, de nombreux souffrants de CE qui deviendra le syndrome de la guerre du Golfe sont restés non diagnostiqués beaucoup plus longtemps qu'ils n'auraient dû. En 1995, les autorités américaines, submergées de demandes et de plaintes de vétérans et de leurs familles, ont mené une enquête pour déterminer si les vétérans de la guerre du Golfe étaient vraiment beaucoup plus malades que les autres militaires. Selon le département des anciens combattants des États-Unis, l'enquête a impliqué 15 000 vétérans de la guerre du Golfe et 15 000 militaires déployés ailleurs dans le monde au moment du conflit. Le résultat a été choquant. Environ la moitié des vétérans de la guerre du Golfe se sont plaints de maladies liées au service militaire pendant 1990 et 1991, comparé à seulement 19% dans le groupe témoin. Cela n'était en aucun cas limité aux forces armées américaines non plus. De l'autre côté de l'Atlantique, au Royaume-Uni, le 7 novembre de la même année où les États-Unis menèrent cette enquête, le Comité de défense des communes britanniques a publié son premier rapport sur le syndrome de la guerre du Golfe, qui devenait alors le terme générique pour les maladies liées au service pendant la guerre du Golfe. Cependant, tant au Royaume-Uni qu'aux États-Unis, les résultats de la recherche ont présenté à la fois des réponses et des problèmes. Oui, il était généralement admis que le personnel de service était plus susceptible de souffrir de problèmes de santé s'ils avaient participé à l'opération Tempête du désert. Mais le problème était que les symptômes et les maladies qu'ils éprouvaient étaient souvent très variés et sans facteur commun apparent. Ainsi, la conclusion était qu'il n'y avait pas de maladie spécifique qui pourrait être catégorisée comme le syndrome de la guerre du Golfe. Pourtant, il était tout sauf impossible d'ignorer que quelque chose était arrivé ou continuait d'arriver à des milliers de vétérans. Les symptômes les plus courants ressentis par les vétérans comprennent le syndrome de fatigue chronique,
la fibromyalgie, une condition très désagréable à long terme qui provoque des douleurs dans tout le corps et s'accompagne également d'une multitude d'autres symptômes, des problèmes gastro-intestinaux et des affections respiratoires et cutanées. De plus, il y avait d'autres CA moins prévalents, mais toujours statistiquement élevés d'autres maladies parmi les vétérans. Et cela a conduit la communauté médicale à essayer de s'éloigner du terme « syndrome de la guerre du Golfe ». Vers la fin des années 90, ils estimaient que ce terme unique brouillait quelque peu l'image, car il laissait supposer une seule cause à l'augmentation des maladies parmi les vétérans, alors qu'il était maintenant soupçonné qu'il y avait plusieurs causes. Des termes comme maladie de la guerre du Golfe sont plutôt utilisés. Maladie multisymptomatique des vétérans ou simplement maladie non diagnostiquée étaient utilisés. Mais le syndrome de la guerre du Golfe est resté dans la conscience publique bien dans le nouveau millénaire. Pour simplifier, nous continuerons à faire référence aux conditions médicales des vétérans et à leurs causes peut-être tout aussi variées sous le nom de syndrome de la guerre du Golfe. Dans ce contexte, nous utilisons ce terme pour définir les maladies résultant du service dans le Golfe en 1990 et 1991. Qu'il y ait eu une seule cause ou plusieurs, beaucoup voulaient des réponses quant à pourquoi tant de vétérans ont connu des problèmes de santé liés à leur expérience dans le Golfe. Cela semblait devenir particulièrement urgent en 2003, alors que les troupes américaines et britanniques étaient sur le point de retourner dans le Golfe, dans le cadre de l'opération Liberté République d'Irakienne. Là, nous avons les maladies mystérieuses. Mais quelles pourraient en être les causes? Presque dès l'instant où une corrélation entre le service dans la guerre du Golfe et une augmentation des maladies a été établie, on a commencé à pointer du doigt un nouveau système d'armement controversé déployé par les forces blindées américaines et britanniques. Un des sous-produits de l'énergie nucléaire est l'uranium appauvri, et dans les années 1970, les armées du monde entier ont commencé à réaliser que cela pourrait en fait être réutilisé pour la fabrication d'armes anti-chars. L'uranium appauvri a une densité nettement supérieure à celle de l'acier, qui était l'un des matériaux les plus couramment utilisés pour la construction de blindages, comme ceux des chars irakiens. Contrairement aux obus conventionnels, lors de l'impact sur la cible, la pointe en dur reste tranchante même lorsque la couche externe est érodée et l'énergie de l'impact produit également une chaleur intense, l'allumant entrant dans le réservoir. Enfin, il possède également une force cinétique beaucoup plus élevée pendant le volume vers la cible. Et tous ces facteurs se combinent pour rendre les tours du extraordinairement létal. En impactant les chars irakiens, les tours traverseraient l'armure avec peu d'effort et causeraient des ravages à l'intérieur, tuant l'équipage et enflammant ses munitions. Il n'était pas rare que les tourelles entières des chars irakiens s'envolent de leurs coques lorsque leurs propres munitions explosaient toutes en même temps. Les troupes de la coalition victorieuse examinaient ensuite les épaves et prenaient même quelques instantanés d'eux-mêmes debout, là où se trouvaient autrefois les tourelles. Tout cela sans aucune protection du tout. Et c'est cette exposition aux conséquences de telles armes qui a été critiquée et tenue pour responsable des CA de syndrome de la guerre du Golfe. La théorie a toujours été que l'impact de ces armes libérait des particules radioactives que les troupes inhalaient ensuite dans leur corps. Le professeur Yagasaki Katsuma, de l'université de Ryukyu au Japon, un opposant de longue date aux armes nucléaires et basé sur le nucléaire, a écrit dans un article d'août 2000 CE qui suit. Le terme appauvri semble donner l'impression que l'UD est de l'uranium qui ne contient plus de radioactivité, ce qui n'est pas le cas. Les munitions à l'UD peuvent causer une contamination radioactive sérieuse et ne sont pas moins atroces que les armes nucléaires. Les centrales nucléaires sont vraiment des installations dangereuses mises en pratique à condition qu'elles puissent complètement confiner les radiations, tandis que les armes radioactives commettent un crime impardonnable, dispersant des matières radioactives dans l'environnement. Les militaires américains et britanniques ont tous deux insisté sur le fait que l'utilisation d'uranium appauvri dans les armes et les armures était conforme aux lois internationales et aux procédures de sécurité. Des doutes persistaient encore. Plus de 300 000 autres obus de chars en DU ont été tirés en 2003, principalement par les forces américaines contre l'irakienne. Mais au fur et à mesure que la décennie avançait, les demandes d'interdiction globale des armes à l'uranium appauvri se sont accrues face aux inquiétudes environnementales et de santé.
Ces appels ont été renforcés par des recherches qui suggéraient que les soldats exposés à des niveaux significativement élevés d'armes à l'uranium appauvri couraient un risque beaucoup plus élevé de produire des enfants avec des malformations congénitales ou des maladies du sang comme la leucémie. Cependant, les nations qui continuent de préconiser l'utilisation d'armes à l'uranium appauvri continuent d'arguer que la recherche, qui était principalement basée en laboratoire, ne se traduit pas dans le monde réel. Aussi récemment qu'en 2021, des recherches menées par l'Université de Portsmouth au Royaume-Uni ont, selon leurs mots, prouvé de manière concluante que les obus à l'uranium appauvri n'ont pas joué un rôle dans les problèmes de santé des vétérans de la guerre du Golfe. Le professeur Randall Parrish a déclaré à la British Broadcasting Corporation en février 2021 que le fait de pouvoir réfuter le prétendu lien entre cette maladie et cette substance radioactive permet à la communauté médicale de se concentrer plus clairement sur les causes probables réelles. Pourtant, malgré des recherches comme celle-ci, la confiance du grand public dans les armes à l'uranium appauvri continue d'être faible. C'est certainement l'une des principales causes potentielles du terrible syndrome de la guerre du Golfe, mais ce n'est pas la seule théorie. Les stocks d'armes biologiques et chimiques de la République d'Irak, l'armée irakienne avait considérablement gonflé pendant les années 1980 afin de combattre l'Iran, devenant la 4e plus grande au monde avec bien plus de 1 million de troupes. Pourtant, ce qui effrayait encore plus les commandants de la coalition que sa taille et son matériel, c'était son arsenal d'armes biologiques et chimiques. Saddam Hussein les avait utilisés à plusieurs reprises contre les troupes iraniennes et les combattants de la résistance kurde dans le nord de la République d'Irak qui se battaient pour l'indépendance. On supposait donc qu'il n'hésiterait presque pas à utiliser de telles armes contre une force militaire principalement occidentale menaçant sa conquête du Koweït. Neutraliser la menace de ces armes était donc une priorité absolue. Les chefs de la coalition ont adopté une stratégie tripartite pour atteindre cet objectif. La première tactique consistait à priver Saddam de la possibilité de déployer les armes en détruisant soit les avions, soit les missiles lors de frappes aériennes, ou, à défaut, en les empêchant d'atteindre leurs cibles, comme les zones de rassemblement en Arabie Saoudite, où d'énormes membres des troupes de la coalition étaient regroupés. La deuxième approche consistait à détruire les stocks d'armes biologiques et chimiques de Saddam, ainsi que sa capacité à fabriquer des remplacements. Enfin, en dernier recours, si les deux premières approches échouent, les forces de la coalition seraient vaccinées contre autant de maladies armées que possible. Dans le premier cas, les forces de la coalition ont connu un succès suprême. La République d'Irak se trouvant sur la défensive pendant toute la durée de l'opération Tempête du désert, à l'exception de quelques incidents isolés au début. Cependant, ce sont les deux autres approches qui ont suscité le plus de critiques de la part des militants et des chercheurs qui étudient les causes du syndrome de la guerre du Golfe. À environ 350 km au sud-est de la capitale irakienne, Bagdad se trouve l'installation de stockage de munitions de Qamishli, un vaste complexe mesurant environ 25 km², le 4 mars 1991, moins de 24 heures après que la République d'Irak a accepté les termes d'un accord de paix négocié par l'Organisation des Nations Unies et moins d'une semaine avant que demi-million de troupes américaines ne soient renvoyées chez elles, les ingénieurs de combat américains et les équipes de neutralisation des explosifs ont fait exploser un grand nombre d'explosifs, détruisant de nombreux bâtiments du site. La destruction catastrophique a été alimentée par la détonation d'un grand nombre de munitions stockées là-bas et l'immense explosion qui a suivi a produit un sinistre nuage noir en forme de champignon qui s'est élevé dans le ciel irakien et pouvait être vu à des kilomètres à la ronde. Au moment de la démolition, les commandants américains pensaient que seules des armes classiques étaient stockées là-bas. Cependant, dans les années suivantes, des preuves ont commencé à émerger que certains des stocks d'armes chimiques de Saddam auraient également pu s'y trouver. Ainsi, après la démolition, ces armes chimiques mortelles ont été libérées dans le ciel au sein du Panache et transportées à travers le golfe Persique, une région toujours submergée par une force militaire internationale qui se réjouissait maintenant que la guerre était terminée. Comme il se trouve, la coalition avait établi un réseau de postes de surveillance nucléaire, biologique et chimique en prévision de l'utilisation de telles armes par Saddam, permettant aux commandants de savoir ce qui et où était affecté. Bien sûr, une telle attaque n'est jamais venue, mais à la suite de la destruction de Qamishli,
Certains de ces postes de surveillance ont détecté une augmentation des traces d'agents neurotoxiques dans l'air. En 1996, les autorités américaines ont finalement admis qu'elles avaient pris conscience que de telles armes étaient à Qamishli en mars 1991. Pour les personnes souffrant du syndrome de la guerre du Golfe, l'enquête sur l'impact de CE, qui est maintenant étiqueté comme le panache de la mort, a été frustrante. Plusieurs modèles informatiques ont été construits par le département de la Défense des États-Unis et la Agence centrale de renseignement, essayant de tracer le chemin du panache. Cependant, ils se sont tous avérés extrêmement incohérents avec les chiffres estimés de l'exposition des troupes, variant par la suite de manière extrême. Cette incohérence n'est qu'aggravée par le fait que Qamishli n'était pas la seule installation irakienne détruite par les forces de la coalition qui stockaient des armes chimiques. Il y en avait d'autres aussi, bien qu'aucun ne soit aussi proche des forces de la coalition. En 2017, le docteur Linda Chu du Centre médical des anciens combattants de San Francisco a publié les résultats d'une nouvelle étude menée sur des anciens combattants considérés comme étant à risque d'exposition au panache de Qamishli. Elle a découvert que sur les images d'IRM cérébral, l'hippocampe était significativement plus petit chez les anciens combattants présumés exposés comparativement à ceux qui n'avaient pas été exposés. La différence reste significative même après avoir pris en compte un large éventail d'autres facteurs qui auraient également pu affecter les résultats. Des tests supplémentaires sur les anciens combattants exposés ont révélé qu'ils avaient des scores plus bas dans les tests concernant l'apprentissage verbal et la mémoire. Avec les commandants de la coalition si sûrs que Saddam aurait recours à des armes biologiques, il semblait judicieux qu'ils prennent toutes les mesures imaginables pour protéger leurs hommes et femmes en service. Mais ce n'étaient pas seulement les maladies armées qui représentaient une menace. Les maladies courantes dans le théâtre des opérations sont toujours une menace pour les soldats venant de l'étranger, pour combattre qui auraient peu ou pas d'immunité naturelle contre elles. Le personnel de service américain déployé dans le Golfe a reçu des vaccinations contre la fièvre jaune, typhoïde, choléra, hépatite B, méningite, coqueluche, polio et tétanos. C'était une pratique courante pour tout citoyen américain qui prévoyait de voyager dans la région, et les vaccinations étaient effectuées en toute confiance. Cependant, ce sont certaines des inoculations les plus exotiques destinées à protéger contre les armes biologiques de Saddam qui ont fait l'objet de vives critiques de la part des anciens combattants et des groupes de campagne dans les années qui ont suivi. D'après le département des anciens combattants, 150 000 soldats ont reçu des inoculations pour se protéger contre l'anthrax, tandis que 8 000 autres ont reçu le vaccin toxoïde botuliниque qui avait été utilisé pour protéger les travailleurs aux États-Unis qui pourraient être exposés à certaines substances chimiques et maladies dans un contexte industriel. Des milliers de soldats ont également reçu des comprimés de bromure de pyrostigmine, mais ceux-ci n'avaient pas été approuvés par la Administration des aliments et des médicaments, l'armée américaine ayant reçu une dérogation dans l'intérêt de la sécurité nationale. Les soldats qui refusaient de prendre ces médicaments auraient été menacés de sévères punitions. En réaction aux inquiétudes liant les vaccinations au syndrome de la guerre du Golfe, la Division Santé et Médecine de l'Académie nationale des sciences et de l'ingénierie et de la médecine a conclu dans leur enquête de 2000 qu'il y avait des preuves insuffisantes ou inadéquates pour déterminer si une association existe ou non entre les vaccinations multiples et les problèmes de santé à long terme. Depuis ce temps, cela a été la position officielle des autorités américaines et britanniques. Ce qui a mis en colère un grand nombre de vétérans aux conditions médicales dégradantes, c'est qu'une grande partie de la documentation concernant quel soldat a reçu quoi semble avoir disparu des deux côtés de l'Atlantique. Au Royaume-Uni, la position officielle du gouvernement est qu'il y a eu une certaine négligence de leur part concernant les dossiers, tandis qu'aux États-Unis, des accusations plus insidieuses ont été portées. Lors d'une conférence TED en 2018, le Dr Jennifer Curry a déclaré qu'elle avait reçu des témoignages de médecins de la marine américaine qui avaient reçu l'ordre de détruire de tels dossiers sans explication sur les raisons. En 2003, l'ancien soldat britannique Alex Izzet a remporté une affaire concernant sa pension lorsqu'il a réussi à convaincre un tribunal que sa condition d'ostéoporose, qui a affaibli ses os et muscles, était le résultat d'un cocktail d'inoculation qu'il a reçu avant d'être déployé dans le Golfe en 1991.
Ce qui rend ce cas si intriguant, c'est qu'en fin de compte, M. Izet n'a pas été déployé comme prévu avec les ingénieurs royaux, et pourtant, il a continué à souffrir de conditions attribuées au syndrome de la guerre du Golfe. Quand le ministère de la Défense a indiqué ne pas contester la décision, les militants ont enfin eu l'impression qu'ils avaient une reconnaissance formelle du gouvernement britannique que le syndrome de la guerre du Golfe existait et était le résultat de vaccins. Pourtant, ce ne fut pas le cas. Le MOD a indiqué qu'ils sont toujours opposés à la décision, et pour répondre à pourquoi ils n'ont pas fait appel, ils ont simplement dit que la décision avait été prise en raison d'obstacles juridiques et que leur position était toujours fermement qu'il n'y avait aucun lien entre le programme de vaccination et le syndrome de la guerre du Golfe. M. Izet poursuivrait sa campagne pour la reconnaissance du syndrome de la guerre du Golfe, allant même jusqu'à faire une grève de la faim de 40 jours en 2004 pour forcer une enquête sur les CA de la guerre du Golfe. Dans l'ensemble, il a été prouvé à maintes reprises que les vaccins sont extrêmement sûrs. Toutefois, dans ce cas, il est possible et digne de considération que des planificateurs de guerre anxieux aient précipité des médicaments et des traitements à leurs troupes qui auraient pu avoir des effets indésirables à long terme. Selon le Centre national de recherche sur la guerre du Golfe des États-Unis, 250 000 vétérans du conflit sur 700 000 déployés souffrent d'une forme de maladie qu'ils croient avoir découlé de leur déploiement. Étant donné de tels chiffres monumentaux, les autorités ont finalement été contraintes de reconnaître cela comme un fait. Les États-Unis l'ont fait en 2004, suivi par le Royaume-Uni en 2007. Comme nous l'avons montré dans cet épisode, le terme syndrome de la guerre du Golfe n'est pas un diagnostic pour une condition spécifique, mais plutôt un terme générique pour les maladies acquises à la suite du service dans la guerre du Golfe. Et c'est très clairement la position que les deux pays ont adoptée. Cependant, les causes de ces maladies continuent d'être débattues. Et ces dernières années, il semble y avoir une tendance croissante à blâmer la République d'Irak pour les problèmes, ainsi que le stockage mentionné précédemment d'armes chimiques en grande quantité. Une autre cause souvent citée, particulièrement pour ceux qui ont des problèmes respiratoires, est l'incendie des champs pétroliers koweïtiens par les armées irakiennes lors de leur retraite. La guerre étant presque perdue, l'armée irakienne a décidé de causer autant de dommages au Koweït que possible avant de partir, rien de plus que par pure mesquinerie. Plus de 600 champs pétroliers, ainsi que des centaines de bassins et de réservoirs de pétrole brut ont été enflammés, créant un immense nuage noir menaçant au-dessus des petits États du Golfe Persique, qui, à certains endroits, transformaient le jour en nuit. Les incendies ont brûlé pendant des mois après la fin des combats. Le dernier incendie n'ayant pas été éteint avant novembre 1991, le chauffage inégal qui en résulte des surfaces terrestres et marines a créé des inversions atmosphériques locales, en particulier pendant les mois d'été, qui ont piégé la fumée dans la basse atmosphère et ont occasionnellement causé des panaches pour couvrir la surface terrestre du Koweït, laissant les gens inhaler des gaz toxiques. Les soldats et les civils ont tous deux inhalé du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone, du dioxyde de soufre, des oxydes d'azote et des aérosols acides parmi de nombreuses autres choses. De nombreux vétérans attribuent leur mauvaise santé à l'obligation d'inhaler l'air pollué de ces incendies de pétrole. Malgré la reconnaissance du syndrome de la guerre du Golfe par les États-Unis et le Royaume-Uni, les vétérans à la recherche d'une indemnisation ou d'un soutien financier pour lutter contre leur maladie ont souvent eu ce qui doit ressembler à une tâche impossible devant eux. Selon les statistiques du département des affaires des anciens combattants, en 2014, un choquant 80% des CA présentés par les anciens combattants ont été infructueux, malgré les recherches qui ont montré à plusieurs reprises que les anciens combattants sont statistiquement plus susceptibles de développer des problèmes de santé que ceux qui n'ont pas été déployés dans le Golfe. La guerre du Golfe de 1991 a été saluée comme l'un des conflits les plus influents de l'histoire récente, et pour de bonnes raisons, car elle allait façonner la politique géopolitique dans la région pour les 30 prochaines années. Étant donné l'ampleur des événements durant cette période, il est facile d'oublier les histoires personnelles de ceux qui y ont combattu. Beaucoup d'entre eux souffrent encore tous les jours, supportant le coût du service à leur pays. Et voilà l'histoire du syndrome de la guerre du Golfe. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous verrai la prochaine fois.